Bonjour, donc bienvenue pour ce deuxième cours de cette série cette année qui est centrée sur la surveillance immunitaire du cerveau et notamment toutes les grandes découvertes ou les grandes avancées en recherche qui ont été faites ces 10 dernières années. Alors, comme je disais la semaine dernière, il y a donc 4 cours. On a vu la semaine dernière un petit peu différentes choses que je vais résumer rapidement au début de ce cours pour essayer de remettre un petit peu le contexte. On a vu comment est-ce que la surveillance immunitaire se déroulait dans différents tissus et en quoi finalement le cerveau était un organe assez différent des autres tissus. Et aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur une région particulière du cerveau, enfin accolante au cerveau, qui sont les méninges. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les méninges, ce qui a été encore une fois découvert assez récemment, et en quoi est-ce que ça change finalement la vision qu'on a de la manière dont le système immunitaire surveille le cerveau. Je voudrais juste rappeler que le prochain cours n'a pas lieu lundi prochain, parce que c'est le lundi de la Pentecôte, mais donc dans 15 jours, et il sera suivi du 4e cours la semaine juste après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Petit résumé des épisodes, de l'épisode précédent. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? On a vu finalement que la perfusion des tissus, des organes, était vraiment directement liée à la surveillance immunitaire. Donc, tous les tissus sont perfusés par des vaisseaux sanguins qui vont amener, bien sûr, des fluides, mais aussi tous les nutriments, l'oxygène, des macromolécules et des cellules immunitaires qui sont présentes dans la circulation sanguine. Et puis, on a un système qui est peut-être un peu moins connu, qui est le système lymphatique, quelque part qui constitue des égouts, si on veut, ou un système de sortie des tissus, qui est extrêmement important puisqu'il va permettre de drainer les liquides interstitiels présents dans les différents tissus, mais il va aussi permettre de collecter des macromolécules, des cellules immunitaires et de les amener dans des ganglions lymphatiques. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cette circulation et cette localisation est directement liée à l'interaction entre l'immunité innée, qui est une immunité non spécifique, avec des cellules présentes dans les tissus et aussi dans la circulation sanguine, mais avec l'immunité adaptative, qui, elle, va pouvoir vraiment s'adapter en réponse à différents antigènes, et les cellules support de cette immunité adaptative sont les lymphocytes T et B, qui vont reconnaître spécifiquement des antigènes reconnus comme étant du non-soi ou toxiques, etc. Et en fait, il y a un dialogue absolument nécessaire entre ces composés cellulaires et ces deux grands types d'immunité qui est régulé par ce système. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un lymphocyte ne peut pas reconnaître un antigène seul. Il a besoin que cet antigène soit présenté, notamment par une cellule dite présentatrice d'antigène, et ces cellules sont particulièrement représentées dans l'immunité innée. Et elle le fait en exprimant à sa membrane un complexe majeur d'histocompatibilité qui est essentiel pour cette présentation. Et cette présentation peut se faire dans les tissus, mais elle se fait très majoritairement, et l'activation de l'immunité adaptative se fait très majoritairement dans ces fameux ganglions lymphatiques. Donc le circuit lymphatique amène des composés, des cellules de l'immunité innée ou des antigènes solubles dans ces ganglions, et c'est là que l'immunité adaptative va vraiment être activée. Donc ce système lymphatique, on a vu que c'était un réseau parallèle à la circulation sanguine, avec des ganglions situés un petit peu partout dans le corps. Et donc, on a vraiment une fonction essentielle de ce système, on va dire, de sortie ou d'égout, qui est un système de drainage qui va permettre l'écoulement, on va dire l'exfiltration de fluides et de macromolécules, mais aussi d'amener des composés et des cellules immunitaires circulantes jusqu'aux ganglions lymphatiques. Et ça va permettre donc l'activation de l'immunité adaptative. Alors, ce qu'on a vu, justement, c'est qu'à la différence de ce qui se passe dans la plupart des tissus, le cerveau est différent. D'abord, il y a toute une série de barrières qui sont associées aux vaisseaux sanguins
et d'autres types de barrières qui font qu'il n'y a pas de cellules immunitaires circulantes et qu'il n'y a majoritairement pas de lymphocytes en conditions physiologiques dans le tissu cérébral. On a vu aussi qu'il n'y avait pas de système lymphatique. Et donc ça pose un problème aussi bien pour le drainage que pour l'accessibilité à ces fameux ganglions. Alors les différentes barrières, on a vu en fait que les vaisseaux sanguins qui sont situés à l'intérieur du cerveau contiennent ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, donc une barrière qui empêche le passage de ces fameuses cellules immunitaires circulantes, notamment des lymphocytes. Et c'est dû au fait qu'il y a des jonctions serrées particulières entre les cellules épithéliales qui forment les vaisseaux et aussi une absence de récepteurs aux cellules immunitaires circulantes qui vont pouvoir s'accrocher et rentrer, faire un processus qu'on appelle d'extravasation, donc de rentrer dans le tissu. On a vu aussi que cette barrière hémato-encéphalique, elle était régulée par des cellules gliales qui sont présentes dans le cerveau, les astrocytes, notamment par la formation de ce qu'on appelle la glia limitans. Donc une barrière qui est présente tout le long des vaisseaux qui sont à l'intérieur du cerveau, mais on a d'autres types de barrières. Par exemple, une barrière entre un organe qui s'appelle le plexus choroïde en français, qui produit le liquide céphalorachidien qui est présent dans les cavités cérébrales, donc un liquide qui circule à l'intérieur des cavités, et donc une barrière particulière à ce niveau-là. Et puis une barrière très importante, et ça on y reviendra, au niveau des méninges, qui est un ensemble de couches qui entourent le cerveau, la dure mère, l'arachnoïde, un espace sous-arachnoïdien, et puis la pimère, et là encore une glia limitans qui empêche l'entrée, qui régule la barrière avec le cerveau. Donc un ensemble de membranes protectrices qui, elles aussi, sont baignées par ce liquide céphalorachidien qui est produit de manière importante tous les jours et qui donc circule dans les ventricules, mais aussi dans tous ces espaces barrières autour des vaisseaux, dans cet espace périvasculaire, à l'intérieur des cavités et dans l'arachnoïde. Alors par rapport au rôle du système lymphatique, on a vu également que le fait qu'il n'y ait pas de système lymphatique et la présence de ce liquide céphalorachidien posait un problème finalement de drainage. Comment est-ce que ce liquide céphalorachidien ou du liquide interstitiel dans le cerveau peut bien être drainé? Et il y a plusieurs voies de sortie classiques qui ont été proposées. Donc d'une part, que ce liquide céphalorachidien sortirait du parenchyme cérébral, donc du tissu cérébral dans cette région de l'arachnoïde, dans les méninges, et serait recapté ici par cette structure qu'on appelle le sinus veineux. Alors j'en profite pour faire une petite précision. Donc ce sinus veineux, ça n'a rien à voir avec les sinus qui sont dans la cavité nasale, c'est vraiment un gros collecteur veineux qui est situé dans la région parasagittale entre les deux hémisphères cérébraux. Donc une première voie de sortie qui permettrait un drainage. Et puis, par rapport au trafic, à réussir à amener, décomposer ou des cellules jusqu'au ganglion lymphatique, il avait été proposé, et il a été établi qu'une voie de sortie, c'est par le bulbe olfactif, où il y a une structure particulière qui s'appelle la plaque cribiforme, et que dans la muqueuse nasale, il y a des vaisseaux lymphatiques et que donc ça permettrait aux composés présents dans le cerveau, aux antigènes présents dans le cerveau, d'être véhiculés jusqu'au ganglion lymphatique et de permettre une surveillance immunitaire. Donc on a vu qu'à l'intérieur du cerveau, il y avait quand même un système de drainage des fluides qui n'était pas un système lymphatique, mais qui était un système assuré par des glies, ces fameux astrocytes qui régulent la barrière hémato-encéphalique, puisqu'on avait une voie de communication entre, alors ici CSF en fait c'est en anglais, c'est le liquide céphalorachidien cérébral spinofluide. Donc, je ne veux pas du tout éteindre mon ordinateur. Suspendre. Pourtant j'ai fait suspendre. Ouais, j'aurais dû, hein. Alors on va essayer de le redémarrer. Suspendre ne marche pas. Sinon ça aurait été difficile de vous mimer le reste du cours.
Donc, parce que là, on n'en est qu'au résumé du cours dernier, hein, donc, mais on va y arriver. Donc, ce liquide céphalorachidien, donc qui baigne les méninges, en fait, peut passer le long des vaisseaux dans cet espace périvasculaire et trafique à l'intérieur du tissu cérébral et permet le drainage de différents composés, par exemple des toxines ou des composés qui peuvent être toxiques, comme par exemple le peptide amyloïde qui est impliqué, dont l'accumulation est impliquée dans l'étiologie de la maladie d'Alzheimer, repartir le long des espaces périvasculaires des veines et permettant ainsi un drainage local. Alors comme ce n'est pas un système lymphatique classique, il a été nommé système glymphatique, parce qu'il est assuré par des glis, mais il assure une fonction de drainage qui est proche du système lymphatique. Alors ce système est un petit peu controversé, mais néanmoins, on sait maintenant qu'il y a une partie du liquide qui passe par ce système. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui? On va s'intéresser vraiment au méninge, donc cette structure qui entoure vraiment le cerveau et qui forme différentes couches. Et on va essayer de voir finalement dans ces méninges, d'une part, qu'est-ce qu'il y a, et le fait qu'on a découvert, ou plutôt redécouvert, on reviendra là-dessus, qu'en fait, il existe un système lymphatique qui est présent dans les méninges, dans cette couche qui entoure le cerveau. On verra aussi qu'il y a une grande diversité de cellules immunitaires dans ces méninges et qui ont des fonctions tout à fait diverses, des fonctions de barrière, mais qui permettent aussi finalement, de manière un petit peu étonnante, de surveiller ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et ça, encore une fois, c'est vraiment un ensemble de travaux très très récents. La redécouverte du système lymphatique méningé, c'est 2015-2017. Et tous les travaux que je vous présenterai par la suite, c'est depuis, on va dire, ces années-là jusqu'en 2021-2022. Donc vraiment, des découvertes qui sont récentes et qui changent un petit peu la vision qu'on peut avoir de la manière dont le système immunitaire interagit avec le tissu cérébral. Alors la redécouverte du système lymphatique méningé, en fait, encore une fois, ce qui est assez frappant, c'est que finalement, ces découvertes ont été rendues possibles par des avancées technologiques. Et une des avancées technologiques qui a vraiment permis de redécouvrir ce système, c'est la mise au point de techniques de transparisation qui, ah oui, non, on n'y est pas encore, qui ont permis de vraiment regarder les cellules en 3 dimensions, les structures en 3 dimensions, et d'identifier ces différentes choses. Alors, avant de vous présenter ça, je vais juste vous rappeler ce que sont les méninges. Donc, c'est une couche qui est située, enfin, c'est une série de couches situées entre le crâne et vraiment le cerveau lui-même. Il est formé de la dure mère, dura sur certains schémas, d'une membrane beaucoup moins dure, justement, qui s'appelle l'arachnoïde, un espace en dessous qui s'appelle sous-arachnoïdien, et une couche fine qui est située vraiment à la surface du cerveau qui s'appelle la pimère ou ici pia. Et l'ensemble de ces 2 couches est souvent appelé l'heptoméninge. Alors, ces transparisations, il ne faut pas faire suspendre. J'ai essayé, ça ne marche pas. C'est un intermède musical. J'avais dit que je ne chanterais pas, mais voilà, petit intermède musical. Donc, en fait, ces techniques de transparisation qui ont été bien développées par le laboratoire d'Alain Chédotal à l'Institut de la Vision et Nicolas Régnier, qui est maintenant à l'Institut, à l'ICM, à la Salpêtrière, ont vraiment permis de regarder dans sa totalité l'ensemble des méninges, l'ensemble du crâne, etc. Donc ici, c'est un cerveau de souris. Donc je vous parlais, vu du dessus. Donc ici, on a cette région particulière du sinus veineux sagittal supérieur, j'en parlerai beaucoup. C'est vraiment cette région centrale ici, où il y a un gros collecteur, une grosse veine, qui permet donc de collecter tout ça. Alors on peut faire des marquages, ici où on marque les vaisseaux sanguins, on voit bien cette région. Et puis en réalisant différents types de marquages de laboratoire, le laboratoire de Yoni Kipnis et de
je vais me tromper sur son Kaliatilo, en Finlande, ont vraiment mis en évidence à peu près en même temps qu'il y avait une structure située au même endroit et qui exprimait ce marqueur ici, LIVE1, qui est normalement exprimé uniquement dans les méninges. Alors en effectuant toute une série de marquages très différents en 3 dimensions, ces analyses ont vraiment permis de montrer qu'il existait effectivement des structures, des canaux qui avaient l'apparence des méninges et qu'il était essentiel d'utiliser une combinaison de différents marqueurs pour vraiment s'assurer qu'il s'agissait bien de structures qui étaient proches, similaires aux vaisseaux lymphatiques qu'on observait dans le reste du corps. Alors comment tester finalement si ces vaisseaux qui ont des propriétés anatomiques, moléculaires de vaisseaux lymphatiques, comment tester si ces vaisseaux ont une capacité de jouer le vrai rôle d'un système lymphatique, c'est-à-dire de drainer. Et donc pour ça, en fait, le type d'expérience que l'on peut réaliser, là encore, qui repose sur des avancées technologiques, c'est d'injecter, par exemple, des composés fluorescents. Ici, dans cette région qui s'appelle la cisterne d'Amagna, qui est une région d'accumulation du liquide céphalorachidien qui va ensuite baigner l'ensemble du cerveau, et de regarder comment ces composés diffusent. Et en parallèle, on peut faire une injection d'un colorant en intraveineuse qui va, ce composé ne va pas traverser la barrière hémato-encéphalique, donc va permettre de marquer les vaisseaux, l'intérieur des vaisseaux. Donc on aura un marquage de l'intérieur des vaisseaux et ici du liquide céphalorachidien qui circule. Et ensuite, grâce à de l'imagerie in vivo biphotonique qui permet d'aller regarder dans les tissus en profondeur, on peut regarder en temps réel ce qui se passe. Et ce type d'expérience, qui aussi donc, repose sur les avancées en imagerie que l'on peut faire et qu'on a pu faire chez l'animal, ont permis de mettre en évidence que, en effet, quand on fait une injection d'un composé dans le liquide céphalorachidien, dans cette région particulière, on va retrouver une accumulation de ce colorant dans des petits vaisseaux qui sont juste à côté de ce sinus veineux sagittal supérieur qui lui est marqué par un colorant injecté dans la circulation sanguine et qui ne peut pas traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc on retrouve ici ce vaisseau et on peut vérifier en comparant les marquages moléculaires des vaisseaux lymphatiques et où est situé finalement ce composé injecté dans le liquide céphalorachidien, on peut vérifier qu'il s'agit bien des mêmes structures. Donc des structures qui ressemblent à des vaisseaux lymphatiques, qui ont des propriétés cellulaires, moléculaires, anatomiques de vaisseaux lymphatiques, mais qui ont aussi la capacité, et ça c'est essentiel, fonctionnel, de drainer des composés qui sont présents dans le liquide céphalorachidien. Alors, encore une fois, je dis, il y a plusieurs laboratoires qui ont montré des résultats similaires et qui ont permis de caractériser vraiment où était localisé ce système lymphatique dans les méninges. Donc je vous ai dit des collecteurs qui sont situés ici, autour de ce sinus veineux, encore une fois, parasagittal, et le long de grosses veines qui sont situées tout autour du cerveau, mais également le long de certaines artères, comme on peut le voir ici sur des marquages, là encore, de cerveau transparisé, où on a deux petits vaisseaux lymphatiques qui sont situés de part et d'autre de certaines artères et qui sont présentes dans cette région. Donc on a vraiment pu cartographier de manière tridimensionnelle ce réseau lymphatique qui, encore une fois, n'était pas soupçonné ou ne pas soupçonné existant il n'y a pas si longtemps que cela. Et donc ça montre qu'il existe, s'il n'y a pas de système lymphatique à l'intérieur du cerveau, il y a un système lymphatique méningé. Alors, est-ce que ce système est présent aussi chez l'homme? Parce que ce que je vous ai montré, c'est des jolies images, mais qui ont principalement été faites chez l'animal. Ah oui, non. Alors, je reviens. Qu'est-ce
excusez-moi. En fait, normalement, je vois les diapos qui apparaissent avant, ce qui m'aide un petit peu. Donc, une vraie question, c'est ce système lymphatique méningé est capable de drainer les molécules qui sont présentes à l'intérieur du liquide céphalorachidien, mais une question, c'est finalement, est-ce qu'ils sont capables de faire ce lien, c'est-à-dire d'amener, d'apporter les molécules ou les antigènes qui vont être collectés et amenés dans ce système lymphatique méningé jusqu'au ganglion cervico-lymphatique, où là, on pourrait avoir une vraie réponse immunitaire. Parce que... Oui, vous avez une question ? Je me demandais, parce qu'il y a des molécules qui sont données du SCR vers le système lymphatique méningé identifié. Il y a des barrières d'exclusion en termes de taille ou un certain type de molécules qui ne passent pas ? Oui, alors il y a des barrières d'exclusion qui ne sont pas encore très très bien définies, mais il y a quand même, donc il y a des molécules qui ne passent pas, qui ne peuvent pas passer. Il y a des molécules de grosse taille qui ne passent pas, et après il y a beaucoup de régulation du flux qui a l'air d'être régulé, c'est-à-dire qui pourrait passer par des transporteurs particuliers, et ça c'est encore des choses qui restent à définir. Donc, est-ce que... Ah là là, alors là, c'est un gag, ça va être... Donc là, j'essaye à annuler. Ouais, ça marche. Je ne sais pas si on va arriver à la fin de ce cours. Si. Donc la question, c'est est-ce que les molécules ou les antigènes qui sont drainés jusqu'à ce système peuvent rejoindre donc les ganglions cervico-lymphatiques, où là, ça va permettre donc l'activation du système immunitaire. Et donc, pour rappel, les deux grandes voies, c'était donc a priori ce sinus veineux et ces lymphatiques présents dans la muqueuse olfactive. Et donc, comment tester, encore une fois, à ce moment-là, est-ce que ce système lymphatique ménagé est important ? Donc, on peut refaire le même type d'expérience, injecter, encore une fois, un composé dans cette région, la cisterna magna, qui est facile d'accès et qui permet de diffuser ensuite dans le liquide cérébro-rachidien, et on peut voir que effectivement on a une accumulation de ce composé ici dans un ganglion cervical supérieur. Alors heureusement, on connaît des facteurs qui sont très importants pour le développement en général des vaisseaux lymphatiques, et en particulier un couple de récepteurs VEGFC et son récepteur VEGFR3, qui ont bien été caractérisés notamment par le laboratoire de Jean-Léon Thomas, sont essentiels au développement et à l'efficacité de ces vaisseaux lymphatiques. Donc en utilisant des souris transgéniques qui vont perturber spécifiquement cette voie de communication, on peut sélectivement altérer très fortement le développement des vaisseaux lymphatiques méningés. Et comme le drainage à l'intérieur du cerveau n'est pas assuré par un circuit lymphatique, mais par un circuit glymphatique, on peut tester si l'arrivée de ce composé jusque dans ce ganglion lymphatique supérieur est effectivement due au vaisseau lymphatique méningé. Et ce qui a été observé, c'est qu'en effet, dans ces souris transgéniques où les vaisseaux lymphatiques méningés sont particulièrement impactés, on retrouve à ce moment-là une absence ou une forte diminution du drainage des composés présents dans le liquide céphalorachidien jusqu'au ganglion. Donc ce type d'expérience, bienvenue, installez-vous, non ? Okay. Donc ce type d'expérience a vraiment permis de montrer chez la souris que ce système lymphatique méningé est non seulement important pour collecter et drainer des antigènes, des molécules, on va dire des antigènes cérébraux présents à l'intérieur du tissu cérébral, et également les apporter vers ces régions particulières. Alors, cette voie d'activation via ce système lymphatique méningé est à ajouter finalement à l'autre voie de sortie déjà connue qui pouvait être par, on va dire, la muqueuse olfactive. Et pour l'instant, encore une fois, les deux voies ont l'air de fonctionner sur un plan
quantitatif, il semble que ce système lymphatique ménager permet de drainer de manière beaucoup plus efficace, notamment jusqu'à certains ganglions en particulier. Alors tout ça, comme je vous le disais, c'est des expériences qui ont été réalisées dans des modèles animaux chez la souris. Est-ce que ce système lymphatique méningé existe chez l'homme? En fait, oui. Et même, il avait été découvert en 1787 par Paolo Mascagni, un anatome. Je vais me reculer un petit peu. Par un anatomiste italien qui a décrit. Alors là, j'ose plus appuyer sur ça. Qui avait décrit dans un recueil très détaillé que lui voyait des vaisseaux lymphatiques dans les méninges et que donc il devait y avoir cette structure chez l'homme. Et l'ensemble de la communauté ou de ses collègues a pensé que c'était un artefact. Et donc cette découverte, entre guillemets, est restée dans les tiroirs de la science pendant un certain temps, on va dire. Et donc l'existence finalement de ce système lymphatique méningé, c'est une redécouverte, c'est quelque chose qu'on avait déjà observé. Alors avec les moyens modernes, maintenant, on peut visualiser, là encore, en 3 dimensions, ce système lymphatique chez l'homme qui existe, qui est situé sur un plan anatomique exactement en termes de correspondance avec ce qui a été observé chez la souris. Et en réalisant également plusieurs types d'expériences en imagerie, en IRM et avec des traceurs particuliers, et on a pu montrer que ce système est également associé à des voies des flux très particulières du liquide, donc du liquide cérébro-rachidien ou CSF, cérébrospinal fluid en anglais, le long de cette région parasagittale et associé à ces vaisseaux lymphatiques. Alors comment, finalement, maintenant qu'on sait qu'il y a ce système lymphatique dans les méninges, comment est-ce qu'on peut relier ce système lymphatique méningé avec ce que l'on sait du système lymphatique? Donc on a une vue un petit peu différente. Donc ce liquide cérébro-rachidien circule dans l'espace périvasculaire de différents vaisseaux. Là encore, cette circulation est un petit peu controversée, mais néanmoins, il a été établi qu'il existe ce système lymphatique qui permet de drainer différentes molécules présentes à l'intérieur du tissu cérébral. On aura une voie de sortie, cette fois-ci le long des veines, et ce liquide, ce LCR, qui arrive dans l'arachnoïde et dans cette région, pourrait d'une part, comme pensé préalablement, rejoindre ce sinus veineux sagittal situé dans cette région, mais également rejoindre ces 2 vaisseaux lymphatiques qui sont situés de part et d'autre du sinus veineux. Sur un plan d'organisation anatomique et de relais aux ganglions lymphatiques, donc on se retrouve avec une vision un petit peu différente. Donc on avait les lymphatiques nasaux qui pouvaient faire une première voie de sortie, mais on a maintenant également tout un système méningé le long des veines, mais aussi le long de certaines artères, qui peuvent permettre d'amener des antigènes, différents types de molécules, jusqu'à ces ganglions lymphatiques où l'immunité adaptative peut être activée. Donc une vue un petit peu plus globale qui permet de comprendre comment les fluides, comment les macromolécules, comment tout cela circule dans un organe qui n'a pas lui-même de vaisseau lymphatique important pour cela. Donc une association claire entre une activité de drainage faite par les glies qui est relayée par un système lymphatique ménager qui va permettre la circulation et l'activation dans ces différentes régions. Et ça, finalement, c'était quelque chose d'assez nouveau et important pour essayer de comprendre les voies d'activation potentielles liées à, on va dire, l'activation de l'immunité adaptative, où on savait qu'il y avait des cellules immunitaires présentes ici dans les méninges, la régulation de la barrière hémato-encéphalique, le choroïde plexus,
et que finalement différents types de lymphatiques pouvaient collecter tout autour du cerveau, pas uniquement dans la région nasale, un certain nombre de composés solubles qui pouvaient rejoindre ces ganglions cervicaux lymphatiques et activer des cellules T, des cellules B, des lymphocytes qui ensuite pourraient répondre à cette activation immunitaire. Alors l'importance de ce système lymphatique méningé est aussi finalement à prendre en considération à la lumière de travaux qui ont montré que ce système pouvait être important dans une surveillance immunitaire, on va dire, basale, en conditions physiologiques, mais aussi dans des contextes pathologiques assez différents. Donc tout d'abord, il a été montré qu'en effet, ces lymphatiques drainent différents composés, et en particulier qui pouvaient drainer, par exemple, différents facteurs comme des protéines accumulées dans le tissu cérébral, notamment le peptide amyloïde bêta, dont je disais qui était associé à l'étiologie de la maladie d'Alzheimer. Un autre aspect important, c'est qu'en utilisant les modèles de la souris, les chercheurs ont observé que l'efficacité de ce système lymphatique méningé diminuait drastiquement avec le vieillissement et que ça pouvait être un facteur finalement favorisant l'accumulation de certains composés dans le cerveau, par exemple dans le contexte, encore une fois, de la maladie d'Alzheimer, et que donc on pouvait avoir une espèce de cycle vicieux ou délétère où le vieillissement étant associé à une efficacité moindre d'un drainage lymphatique de différents composés, on pouvait avoir plus d'accumulation dans le tissu qui lui-même pouvait poser des problèmes pour le drainage, etc., etc. Donc, quand, par exemple, on arrive quand on affecte le système lymphatique ménager dans des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer, on a un décours de la maladie beaucoup plus rapide et une progression des symptômes beaucoup plus rapide. Donc, clairement, chez l'animal, on voit que le système lymphatique est important pour réguler la physiologie, mais pourrait aussi contribuer vraiment au développement pathologique dans certains contextes. Puis une autre étude chez l'animal qui est particulièrement intéressante concerne différents types de cancers qui sont présents dans le cerveau, et en particulier cette étude s'est focalisée sur le glioblastome, qui est malheureusement un cancer extrêmement grave et avec une issue on n'a pas de traitement réellement efficace au long cours pour traiter ces pathologies. Et donc une question de la surveillance immunitaire dans le contexte des cancers cérébraux, c'est vraiment pourquoi est-ce que le système immunitaire a du mal à détecter ces tumeurs lorsqu'elles sont présentes à l'intérieur du tissu cérébral. C'est quelque chose qu'on a vu au cours précédent. Donc, puisque le système immunitaire, en termes de surveillance, normalement, pourrait avoir la capacité de détecter des cellules ou des tumeurs qui sont présentes et de les éliminer, notamment en réponse à la présence de néo-antigènes produits par ces tumeurs. Et donc, il y a des études, encore une fois, chez la souris, qui montrent qu'en boostant l'activité lymphatique méningée, en utilisant cette voie de signalisation dont je vous ai parlé, VEGF-C, VEGFR3, qui est importante pour le développement et la fonctionnalité des vaisseaux lymphatiques, finalement, cette approche était capable d'améliorer le pronostic, encore une fois, de souris, dans des contextes de greffe de tumeurs liées au glioblastome. Alors là, je vais juste m'arrêter 2 secondes pour bien préciser que si ces études sont intéressantes sur le plan de la recherche, ce sont des études qui sont réalisées dans des contextes de modèles animaux et que bien sûr le transfert de toutes ces approches, de toutes ces connaissances a réellement des potentielles applications dans le contexte médical est bien sûr quelque chose qui prend du temps
et qui est long. Et donc, on va dire, les progrès qui ont été faits et cette nouvelle vision peuvent ouvrir des perspectives thérapeutiques, mais le temps de la médecine et le temps de la recherche sont vraiment, on va dire, avancent à des rythmes qui sont un petit peu différents et dans des contextes différents. Donc, ces résultats, pour l'instant, ont été uniquement obtenus dans des contextes de modèles animaux. Néanmoins, ça montre que ce système est vraiment important pour drainer, pour activer, pour éliminer certains composés et également, potentiellement, pour réguler la réponse du système immunitaire à des composés présents à l'intérieur du cerveau. Donc, une vraie question qu'on peut se poser, c'est finalement, par rapport à ce système lymphatique méningé qui est présent dans une structure associée au sinus veineux parasagittaux, on voit vraiment qu'il existe des structures présentes dans les méninges dont on ne soupçonnait pas qu'elles puissent être présentes auparavant. Et donc ça a vraiment amené un grand nombre de chercheurs à regarder qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans ces méninges, ces différentes couches qui recouvrent l'ensemble du cerveau. Et donc on va maintenant aborder le deuxième point qui est la découverte ou l'analyse, la caractérisation de toute la panoplie, la constellation de cellules immunitaires présentes dans les méninges. Alors là encore, ces différentes avancées ont été vraiment facilitées, boostées ou ont été permises par des progrès techniques, technologiques. Donc encore une fois, les méninges, c'est cette couche qui est présente dans cette région, ont été permises par différentes avancées techniques et technologiques qui permettent maintenant d'aller récupérer différents tissus, structures, par exemple de dissocier le cerveau et les méninges, d'aller regarder dans des modèles animaux dans différents contextes, mais surtout de réaliser différents types d'analyses en cytométrie de flux, c'est-à-dire de trier ces différentes cellules, de pouvoir ensuite aller regarder tous les gènes qu'elles expriment, ces différentes cellules, en réalisant des analyses de ce qu'on appelle le transcriptome à l'échelle de cellules uniques, donc d'aller regarder ce que chacune de ces cellules exprime comme gène, comme facteur. Ça permet de classifier les différentes cellules et de savoir également en quoi elles sont différentes les unes des autres. Donc ça permet ensuite d'aller les manipuler, les observer et d'associer des fonctions très particulières à ces différents types de cellules. On peut réaliser ça, encore une fois, en disséquant, par exemple, différentes régions, le choroïde plexus, la dure mère, les méninges qui sont en dessous, à les comparer avec ce qui se passe dans tout le cerveau. Et la manière dont ces expériences sont réalisées, c'est qu'on va dissocier les différentes cellules, uniquement récupérer des cellules immunitaires, et puis les faire passer dans un système de microfluidiques, de tout petits canaux, où on va pouvoir isoler chacune des cellules, les marquer avec une espèce on appelle ça, j'ai un barcode en anglais, mais j'ai un trou, un système d'identifiant unique, ensuite de séquencer tous les gènes exprimés par les cellules et d'aller revenir pour savoir quelles cellules exprimaient les différents gènes. On peut aussi réaliser le même type d'expérience cette fois-ci en regardant toutes les protéines de surface qui sont présentes à la surface de ces différentes cellules, notamment en utilisant ce type de technique, de CyTOF. Et ça a permis de faire une cartographie absolument exhaustive de toute une panoplie de cellules présentes dans les méninges. Alors, ce qui a été vu grâce à ces techniques, c'est que si on savait que les microglies, qui sont les macrophages présents à l'intérieur du cerveau, étaient effectivement la population majoritaire à l'intérieur du cerveau et de loin, on avait toute une collection de macrophages différents, présents dans différentes régions des méninges ou du plexus choroïde, et qui expriment ou qui sont caractérisés par l'expression de facteurs différents, suggérant qu'elles puissent être légèrement différentes ou assurer des fonctions différentes.
Et en particulier, il a été maintenant bien établi que donc, parmi tous ces macrophages, qui ont collectivement été appelés BAM, pour Border Associated Macrophages, donc des macrophages qui sont en bordure du cerveau et non à l'intérieur du tissu comme les microglies, on va retrouver des macrophages très particuliers qui sont présents dans la dure mère, des macrophages un peu différents dans les leptoméninges pimaires arachnoïdes, des microglies dans le parenchyme, et différentes populations dans le plexus cornéen. Donc on peut cartographier ces différentes cellules. On a aussi vu qu'en dehors des macrophages, il y avait beaucoup d'autres cellules, notamment de l'immunité innée, et par exemple, ici aussi des cellules dendritiques, dont je reparlerai, qui ont la propriété, comme les macrophages, de pouvoir présenter des antigènes aux lymphocytes, donc des cellules qui sont capables d'activer l'immunité adaptative. Mais de manière beaucoup plus surprenante, au-delà de cette cartographie, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait aussi, on le savait déjà, mais qu'il y avait finalement beaucoup de cellules présentes dans les méninges, de lymphocytes présents dans les méninges, des lymphocytes B qui produisent des anticorps, mais aussi toute une panoplie de lymphocytes T en conditions physiologiques qui, là aussi, suggéraient que ces cellules pouvaient avoir un rôle. Alors encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que la composition des cellules immunitaires présentes dans les méninges varie finalement au cours du temps, et la composition des cellules, encore une fois dans des modèles animaux, varie en fonction de l'état adulte et d'un vieillissement cognitif, on va dire, classique. Et on voit qu'on a une augmentation assez forte de ces deux populations, en bleu les lymphocytes T et ici en gris foncé les lymphocytes B, par rapport au statut adulte, ce qui suggère qu'il y a une modification avec le vieillissement de la composition des cellules immunitaires présentes dans les méninges. Donc ça, c'est une situation physiologique classique chez l'animal où on va retrouver une grande panoplie de ces cellules immunitaires. Ce qui a été observé aussi, finalement, en addition aux conditions physiologiques où on retrouve des microglies, ces différents types de macrophages, des cellules dendritiques et puis un grand nombre de lymphocytes. Je le disais, c'est que dans le vieillissement, on a une modification, mais c'est aussi une modification qu'on va vraiment observer cette fois-ci de manière beaucoup plus dramatique dans des contextes où on mime des modèles animaux de pathologie de la maladie d'Alzheimer ou tout simplement dans un contexte de neuroinflammation où là, on va avoir une modification drastique de la composition de ces différents types de cellules. Alors là, je voudrais vraiment préciser que ces conditions physiologiques, on sait parfaitement qu'il y a très peu de lymphocytes dans le cerveau en conditions physiologiques, mais bien sûr, lorsqu'il y a, on va dire, pathologie, inflammation, qui peut être associée à une rupture de la barrière hémato-encéphalique, ou dans différents contextes pathologiques, on va avoir une infiltration de lymphocytes T à l'intérieur du cerveau, ça c'est quelque chose qu'on sait, et cette infiltration de lymphocytes va être importante dans des contextes pathologiques. Mais dans un contexte physiologique classique, ce qui a émergé aussi, c'est qu'en fait, simplement en lien avec le vieillissement, on va pouvoir retrouver dans certaines régions une infiltration, on va dire, physiologique de certains lymphocytes, et par exemple, un exemple ici est l'infiltration de lymphocytes T qui vont être présents dans des zones de neurogénèse adulte qu'on va retrouver chez l'animal et qui modulent la manière dont ces niches de cellules souches vont pouvoir agir. Donc une vraie panoplie en conditions physiologiques de cellules immunitaires présentes dans les méninges. Donc ici est représenté le cerveau avec les différents composés, les microglies, les neurones, les astrocytes qui forment cette glia limitans qui va réguler l'entrée des différentes cellules. Et on a au niveau de cette région et dans les méninges, donc du sinus veineux parasagittal qui est présent dans la dure mère, associé au vaisseau lymphatique, on va retrouver toute une panoplie de cellules immunitaires. Donc, comme je le disais, toute une collection de macrophages
qui sont situées à la périphérie et qui s'appellent donc des BAM, Border Associated Macrophages, des cellules dendritiques ces deux classes de cellules vont être capables de présenter des antigènes et donc d'activer des lymphocytes, j'y reviendrai, mais aussi toute une panoplie de lymphocytes présents dans ces différentes structures. Alors, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que finalement, ces cellules immunitaires, notamment les lymphocytes, ont été associées, et ça c'est quelque chose qu'on a vu dans les cours des années passées, ces cellules immunitaires ont été associées pas uniquement à une fonction de surveillance ou de régulation du système immunitaire dans un contexte vraiment immunitaire, mais on sait aussi maintenant que ces cellules, notamment ces lymphocytes T présents dans les méninges, produisent différents types de cytokines ou de composés qui sont capables d'aller agir directement, et eux de traverser cette barrière, d'aller agir directement sur les neurones et de réguler l'activité, la fonction de certains types de neurones. Un exemple, donc l'interleukine 4, mais aussi l'interleukine 17, est capable, produite par ces différents types de lymphocytes, d'aller moduler différentes fonctions. Et par exemple, chez l'animal, la production d'IL-17 régule différents comportements associés à des réponses à l'anxiété. Donc une véritable, finalement, interaction physiologique entre ces cellules immunitaires présentes dans les méninges et l'activité des circuits neuronaux qui sont présents juste en dessous. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Ces cellules immunitaires qui sont dans les méninges, qui ont un rôle immunitaire, finalement, ont également un rôle neuronal ou neural, puisqu'elles sont capables d'influencer directement les circuits qui sont présents juste en dessous. Alors, la diversité de ces cellules immunitaires, finalement, pose la question de qu'est-ce qu'elles font. Alors, une partie importante où régulent des fonctions cérébrales, mais qu'est-ce qu'elles font vraiment par rapport à la surveillance et la réponse immunitaire. Et donc une première chose qui finalement est bien illustrée par le fait qu'il y a à peu près dans le monde 2 fois plus de méningites, c'est-à-dire d'inflammation des méninges, en général liée à une infection bactérienne ou virale, que d'encéphalite, il y a à peu près 2 fois plus, c'est qu'elles ont un rôle de protection immunitaire. Et ça, c'est quelque chose qui finalement, avant la découverte de l'ensemble de ces cellules immunitaires, était déjà bien connu. Ce que la caractérisation de ces différents types de cellules a permis, c'est d'aller disséquer, d'aller regarder spécifiquement ce que peuvent faire certains types de cellules immunitaires. Et par exemple, je voulais juste vous présenter une étude qui a été réalisée par le laboratoire de Réjeanne Rua au CML à Lumini, qu'on a eu la chance d'avoir l'année dernière dans le symposium, où en fait, elle s'est vraiment intéressée au rôle des macrophages méningés dans la protection contre un virus qui est capable donc d'infecter les méninges. C'est le virus de la chorioméningite lymphocytaire, c'est encore des travaux chez la souris, et elle a spécifiquement regardé comment est-ce que les macrophages méningés, en les manipulant, puisqu'on avait pu identifier des marqueurs qui caractérisent ces cellules et donc d'aller les manipuler spécifiquement, elle a pu montrer que ces macrophages méningés sont extrêmement importants pour induire une réponse antivirale très forte dans ce contexte d'infection virale particulière et d'induire, via la production d'interférons, d'induire un état antiviral qui permet l'élimination des différents virus et, on va dire, la convalescence de la souris qui a subi ce type d'infection. Si les macrophages méningés sont absents, encore une fois, quand on peut les manipuler, on a à ce moment-là une inflammation très forte des méninges, une perturbation très forte du tissu cérébral qui est situé juste en dessous, et à ce moment-là, la méningite devient fatale. Donc un vrai rôle de protection, de barrière immunitaire qui va être très importante pour protéger le tissu cérébral qui est situé juste en dessous.
Alors là, je vous parle des macrophages méningés, mais on peut trouver d'autres études, notamment pour les lymphocytes, qui sont très importants dans ces contextes d'infection, et on y reviendra dans le dernier cours. Donc si on veut repenser un petit peu le privilège immunitaire... Oui, vous avez une question ? Est-ce que les dendrocytes, par exemple, peuvent être retrouvés dans les vaisseaux lymphatiques? Je vous entends pas bien. Les cellules dendritiques Ouais. peuvent être retrouvées dans les vaisseaux lymphatiques associés au sinus veineux sagittal? Oui, oui, tout à fait. Il y a une communication aussi avec tous les ganglions cervicaux et le reste du corps? Oui, on peut avoir vraiment... Alors tout le reste du corps, en fait, c'est quand même justement assez local. L'activation dans les ganglions lymphatiques, c'est quelque chose qui est assez local et donc ça va se passer au niveau de la région ciblée. Donc si on veut un petit peu réfléchir en termes donc, de privilège immunitaire, c'est la terminologie qui a été classiquement associée au cerveau. Donc c'est un organe qui est privilégié dans le sens où il est coupé de la circulation sanguine des cellules immunitaires en conditions physiologiques avec des cellules immunitaires présentes à l'intérieur des tissus. En fait, les méninges, qui sont non seulement une barrière physique, mais une barrière qui contient énormément de cellules immunitaires, vont véritablement jouer un rôle de protection, un petit peu finalement comme on peut retrouver dans la peau, dans l'œil, dans les intestins, des organes qui sont des barrières avec l'extérieur. Ce qui est important de prendre en considération, c'est que cette barrière, finalement, elle a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que les propriétés, on va dire, de réponse immunitaire ou de défense immunitaire des microglies sont quand même assez limitées. Et effectivement, comme on l'a vu dans le contexte d'une infection et une absence de macrophages méningés, quand cette barrière se rompt, à ce moment-là, les infections, les inflammations, les modifications du cerveau sont très souvent extrêmement dangereuses et peuvent avoir des conséquences drastiques. Donc c'est un mode de protection immunitaire un peu particulier, une barrière très forte qui va être capable de repousser ou de limiter l'entrée de différents pathogènes ou donc de réponses délétères. Mais par contre, une fois que cette barrière est rompue, à ce moment-là, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors on va voir aussi que finalement, ce rôle de barrière n'est pas le seul rôle des méninges et des cellules immunitaires méningées. Et on va voir que finalement, ces cellules qui sont présentes dans cette région ont un autre rôle dans la surveillance. Et en particulier que dans les méninges, on va pouvoir avoir une espèce d'exportation ou de localisation d'une surveillance immunitaire un petit peu différente de ce qui est vu classiquement. Alors pour ça, il faut qu'on revienne à la problématique de la présentation des antigènes. Pour que cette présentation des antigènes soit efficace, il faut qu'il y ait des cellules présentatrices d'antigènes, comme les macrophages ou des cellules dendritiques et des lymphocytes. Et je vous ai dit que classiquement et de manière principale, l'activation de l'immunité adaptative et des lymphocytes se fait dans les ganglions lymphatiques. Néanmoins, elle peut aussi se faire dans les tissus. Et en fait, le fait qu'il y ait autant de cellules immunitaires dans les méninges a conduit à se poser la question de mais finalement pourquoi et est-ce qu'il pourrait déjà y avoir des interactions entre ces deux types de cellules au niveau des méninges. Et donc en effet, c'est quelque chose qui est possible puisque je vous ai dit que toutes ces cellules sont présentes dans ce tissu. Alors la première chose, c'était de savoir ou de regarder est-ce que ces différentes classes de cellules sont présentes au même endroit. Et en fait, encore une fois, les expériences de transparisation ont permis de bien regarder où étaient présents les lymphocytes et de montrer que finalement, les lymphocytes, même si on les détecte un petit peu partout dans les méninges, sont principalement localisés à proximité
du système lymphatique méningé, à proximité par exemple du sinus veineux, à proximité d'un endroit qui est un site de drainage important pour les antigènes cérébraux. Et donc ça a été vraiment observé. Les gens regardaient est-ce que les lymphocytes sont présents dans les vaisseaux sanguins ou à côté des vaisseaux sanguins. Ils sont situés à côté des vaisseaux sanguins. Ils ont ensuite regardé, en comparant donc les différentes classes de cellules, encore une fois ce type de représentation, c'est vraiment quelque chose de classique maintenant qui permet d'aller regarder les différents types de populations cellulaires en fonction de ce qu'elles expriment. Ils ont pu remarquer que s'il existe des cellules T qui sont présentes un petit peu partout, on a une accumulation très particulière de ces fameux lymphocytes T vraiment à proximité du sinus veineux, d'autres sinus qui sont des endroits où il y a différents types de vaisseaux lymphatiques et qu'on en voyait beaucoup moins à côté. Et puis, ce qu'ils ont, et tout ça, c'est extrêmement bien quantifié, donc une accumulation très particulière. Et puis, ce qu'ils ont pu observer de manière relativement fréquente, c'est finalement des cellules présentatrices d'antigènes dans les méninges. APC, c'est pour Antigen Presenting Cells, accolées à des lymphocytes T, suggérant qu'il puisse y avoir une activation locale de certains lymphocytes dans les méninges. Et donc la fréquence finalement de cellules apposées lymphocytes T avec certaines cellules présentatrices d'antigènes n'est pas négligeable, elle est de l'ordre de 30 à 40% en fonction des études, ce qui suggérait très fortement qu'il puisse y avoir dans les méninges, notamment dans la dure mère, autour de ces grands collecteurs, ces sites de drainage, qu'il puisse y avoir une activation locale des différents types de lymphocytes T. Alors pour vraiment établir ça, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Donc on va aller pas à pas pour un petit peu voir le type d'expériences qui peuvent permettre de vraiment conclure sur ce genre d'analyse. Alors la première chose, c'est de savoir est-ce que les cellules présentatrices d'antigènes qui sont présentes dans les méninges ont la capacité de pouvoir présenter des antigènes. Et pour ça, il faut aller regarder si ces cellules expriment ce fameux complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2 qui permet la présentation des antigènes. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas si trivial que ça. On peut aller regarder ce qu'elles expriment, mais on peut aussi marquer génétiquement ces différents types de cellules avec des outils qui permettent de taguer l'ensemble des populations, soit de microglies, soit de macrophages, soit de cellules dendritiques, et on peut marquer soit une population, soit une autre population, et aller regarder la proportion de ces cellules. Alors ce qui pour l'instant est clair, c'est que les microglies ont l'air d'être de très mauvaises présentatrices d'antigènes en conditions basales, les autres cellules des méninges un petit peu mieux, avec vraiment certaines cellules dendritiques qui ont l'air d'être beaucoup plus, on va dire, capables, ou qui auraient un taux d'expression de ces fameux complexes majeurs d'histocompatibilité de classe 2 beaucoup plus fort. Des cellules présentatrices d'antigènes qui sont présentes et qui pourraient présenter des antigènes. Alors, qu'en est-il des lymphocytes T ? Pourquoi, comment, finalement, on retrouve des lymphocytes T en conditions physiologiques dans ces structures ? Alors, je vous ai dit que, normalement, les vaisseaux qui sont présents à l'intérieur du cerveau ou associés n'ont pas ces fameux récepteurs qui permettent aux lymphocytes T de s'accrocher et de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'être présents dans ces structures. Et en fait, ce que les chercheurs ont observé, c'est que dans notamment la dure mère, la composition des vaisseaux ou l'expression de ces récepteurs, de ces molécules d'adhésion qui pourraient permettre l'extravasation des lymphocytes est extrêmement présente. Et elle n'est pas présente n'importe où. Par exemple, ici, VCAM, qui est une molécule d'adhésion qui permet aux lymphocytes de s'accrocher puis éventuellement de traverser, est très peu présente dans des régions externes au sinus veineux, mais est très fortement présente dans cette région. Donc ça pourrait expliquer
pourquoi dans cette région on a plus de lymphocytes T. En faisant des expériences de greffe, on peut aller regarder le trafic, comment ces lymphocytes T se déplacent, se baladent dans les vaisseaux, dans cette région. Et ce qui a été observé, en fait, c'est que ces cellules, effectivement, dans cette région particulière, sont beaucoup plus lentes, s'accrochent au vaisseau et sont présentes à un rythme beaucoup plus lent dans cette région particulière. Donc des propriétés différentes, probablement des vaisseaux au niveau de cette région particulière, qui pourraient permettre qu'il y ait passage, infiltration, extravasation locale de ces lymphocytes T. Alors une autre question, c'est finalement pourquoi est-ce qu'ils restent là? Puisqu'on les retrouve là, et puis ils ont l'air de rester dans cette région. Ce qui était quand même un petit peu étonnant, puisque je vous ai dit qu'une particularité des lymphocytes, c'est qu'ils circulent, ils se déplacent, ils surveillent. Et en fait, là encore, les chercheurs ont regardé s'il y avait des expressions particulières de différents facteurs, et ils ont observé que là encore, dans cette région très particulière du sinus veineux et des vaisseaux lymphatiques associés, on va retrouver une expression locale de molécules qui sont des molécules signalisatrices qui sont très importantes pour maintenir des lymphocytes T dans cette région. Ils vont agir comme des molécules un petit peu d'ancrage de lymphocytes T dans cette région, et en particulier un facteur qui s'appelle CXCL12, mais on va dire peu importe, et que les vaisseaux qui sont présents dans d'autres régions des méninges n'expriment pas non plus ces molécules. Donc une particularité de cette région, où on va avoir des vaisseaux qui vont permettre aux lymphocytes T de sortir des vaisseaux et de coloniser cette région très particulière, et puis une expression locale de molécules de cytokines, de chimiokines, qui vont permettre de les maintenir finalement dans un site qu'on pourrait appeler un site de résidence, où les lymphocytes T vont rester associés à ces vaisseaux. Alors, ça, tous ces éléments d'information, il y a des cellules qui peuvent présenter des antigènes, différents types de classes de cellules qui peuvent présenter des antigènes, et il y a des lymphocytes T qui sont associés dans ces mêmes régions, probablement en lien avec des propriétés particulières des vaisseaux. Alors comment est-ce qu'on peut tester l'hypothèse que peut-être ces cellules présentatrices d'antigènes pourraient capter les antigènes qui sont à l'intérieur du cerveau et drainer jusque dans ces régions par le système lymphatique jusque dans le système lymphatique, d'une part, et d'autre part, est-ce que ces cellules qui sont présentes dans la partie externe des méninges auraient la capacité de présenter des antigènes qui seraient présents dans la circulation sanguine? Alors là encore, ce type d'expérience est un petit peu particulier parce qu'il faut vraiment, encore une fois, c'est intéressant sur le plan de la démarche scientifique, c'est comment techniquement on va aller tester ce type d'hypothèse pour savoir si ces cellules ont ces capacités, ces propriétés. Donc on va repartir de ce petit schéma, on peut injecter des composés dans le liquide cérébro-rachidien, dans cette région de la cisterna magna, et on peut également injecter des composés dans la circulation sanguine. Et là, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'au lieu d'injecter des composés fluorescents classiques, ils ont choisi d'injecter... Allô ? Mon ordinateur ne s'est pas encore éteint. On va pouvoir y arriver. Donc, comment tester finalement si ces cellules présentatrices d'antigènes sont capables de capter des antigènes présents dans différentes structures? Et donc, pour ça, ce que l'on peut faire, c'est d'injecter une protéine, l'ovalbumine, qui n'est normalement absolument pas présente dans le corps ou dans différentes régions, et auquel on peut accrocher un composé fluorescent. Et c'est ce composé, donc, qui est reconnu comme du non-soi, est capable d'être phagocyté par les cellules présentatrices d'antigènes et présenté à la surface
en lien avec l'expression de ces complexes majeurs d'histocompatibilité. Donc on peut injecter soit dans la circulation sanguine ce composé, qui est d'une couleur, et on va pouvoir regarder si les cellules présentes dans la partie externe des méninges sont capables de présenter cet antigène à des cellules adjacentes, ou on va pouvoir injecter un composé, cette fois-ci, dans le liquide cérébro-rachidien, et regarder de la même manière si ces cellules sont capables, via tout le circuit de drainage dont on a parlé précédemment, sont capables d'aller présenter ces différents antigènes. Et donc en fait, on peut, cette fois-ci, en refaisant le type d'expérience que je vous ai présenté dans la deuxième partie, c'est-à-dire aller récupérer toutes les cellules immunitaires des méninges, regarder si elles peuvent présenter ces différents antigènes et caractériser ces différentes cellules. On va pouvoir identifier des cellules qu'on va appeler IV, qui vont être capables d'être positives pour se composer et donc de présenter des antigènes circulants dans la circulation sanguine. On va pouvoir regarder des cellules ICM qui vont être capables de présenter ces antigènes présents dans le liquide cérébro-rachidien. Et on va aussi pouvoir, en injectant les deux, finalement, regarder des cellules qui sont absolument négatives pour les deux types d'antigènes, ou des cellules qui vont être capables de présenter soit des antigènes qui sont issus du liquide céphalorachidien, des antigènes cérébraux, et également des antigènes de la périphérie. Donc c'est des expériences un petit peu compliquées, mais qui vont vraiment montrer quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que je vous les présente. Alors, quand on n'injecte rien, ce qui est toujours important de vérifier, on n'a pas de cellules qui sont capables de présenter aucun des antigènes. Quand on injecte uniquement des antigènes en intraveineuse, on va avoir toute une partie des cellules détectées qui sont capables de présenter des antigènes présents dans la circulation sanguine. Donc ça veut dire, et ça confirme, que la partie externe des méninges, la dure mère, est bien en contact avec la circulation sanguine classique. Ce n'est pas une région où il y a la barrière hémato-encéphalique de manière classique. Et donc, on va vraiment avoir finalement des cellules qui peuvent présenter des antigènes circulants. Quand on fait une injection dans le liquide cérébro-rachidien, on va retrouver là aussi une partie non négligeable des cellules qui sont capables de présenter des antigènes présents dans ce liquide. Donc ça montre que les antigènes cérébraux sont capables de rejoindre cette région externe des méninges dans la dure mère, au niveau du sinus veineux, cette région de drainage, et ces antigènes peuvent être captés par des cellules présentatrices d'antigènes dans cette région particulière des méninges. Et puis, on va voir également quelque chose qui est là aussi très intéressant, c'est que quand on fait une double injection dans la circulation sanguine ou dans le liquide céphalorachidien, merci, oui j'ai du mal aujourd'hui, c'est terrible, céphalorachidien, non pas cérébro-rachidien, c'est une catastrophe, on va retrouver des cellules qui sont doublement positives et qui vont pouvoir, cette fois-ci, présenter ou capter des antigènes de la circulation, mais également des antigènes cérébraux. Alors on peut regarder quels sont ces différents types de cellules avec ce même code couleur, donc les doublement négatives, doublement positives, l'un ou l'autre. Et quand on regarde ce que sont ces cellules, on voit que c'est majoritairement des macrophages et des cellules dendritiques, donc des vraies cellules présentatrices d'antigènes, comme on pouvait s'y attendre. Alors on voit bien qu'il y a des cellules qui sont capables d'être double positives et d'autres plus simple positives, ce qui pose la question de est-ce qu'il y a des cellules qui sont spécialisées pour détecter et présenter des antigènes cérébraux ou d'autres types d'antigènes, mais ça c'est quelque chose pour l'instant qu'on ne sait absolument pas de manière spécifique. Mais ça montre finalement quelque chose d'un petit peu différent et nouveau par rapport à ce qu'on pensait, qui était que finalement ce système lymphatique et lymphatique au niveau donc des sinus veineux va permettre l'exfiltration
des antigènes présents à l'intérieur du cerveau, que dans un deuxième temps, ces antigènes vont pouvoir être captés par des cellules présentatrices d'antigènes. Encore une fois, on ne sait pas exactement si c'est plutôt les macrophages, plutôt les cellules dendritiques ou les deux, mais des cellules présentatrices d'antigènes qui vont pouvoir conduire à une activation très locale de lymphocytes T présents dans cette région et qu'on va avoir également donc, une organisation finalement d'un réseau très local d'activation immunitaire et de réponse immunitaire qui peut se faire au niveau de ces régions particulières. Donc on a finalement une espèce d'exportation d'une surveillance immunitaire d'antigènes présents à l'intérieur du tissu cérébral, mais qui cette fois-ci se fait au niveau des méninges et peut permettre une réponse extrêmement locale et efficace. Ce qui est intéressant aussi, finalement, c'est que cette capacité de surveillance locale des antigènes présents dans le cerveau, finalement, elle est également combinée avec une capacité de ces cellules à surveiller des antigènes qui vont être présents dans la circulation sanguine. Donc on va avoir une capacité, on va dire, d'intégration locale au niveau de cette surveillance immunitaire entre des signaux vraiment issus du cerveau et des signaux issus de la périphérie qui vont pouvoir être intégrés pour produire une réponse immunitaire un petit peu particulière. Donc par rapport à une vue un petit peu plus globale de ce que font les lymphocytes dans les méninges, et notamment dans ces différentes régions, on a finalement des cellules qui vont jouer des rôles très divers. On va se retrouver avec des lymphocytes T qui sont présents dans ces structures et qui sont capables de produire des cytokines qui vont avoir une influence directe sur les neurones, comme je le disais. Mais on va aussi avoir un rôle via le drainage de différents antigènes dans cette région particulière des vaisseaux lymphatiques méningés et du sinus veineux. On va avoir une résidence de ces différentes cellules T et la capacité d'être activées localement en réponse à des présentations d'antigènes particulières. Alors, ce qui n'est pas clair encore, et donc il y a énormément de choses à aller regarder, c'est finalement, est-ce que cette surveillance locale va conduire à une réponse très locale? C'est-à-dire, est-ce que cette surveillance va permettre d'activer localement des lymphocytes T qui vont directement, cette fois-ci, rentrer à l'intérieur du cerveau, localement, pour aller agir? Ou est-ce que cette réponse dans ces régions-là, va coordonner une action un petit peu plus globale. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont en cours, on va dire, d'études pour essayer de comprendre en quoi est-ce que cette surveillance immunitaire au niveau des méninges peut être tout à fait importante et régulée. Donc si on veut reprendre de manière un peu plus globale, on a ces circuits lymphatiques et lymphatiques qui vont permettre une voie d'activation classique au niveau des ganglions cervico-lymphatiques, mais également une surveillance immunitaire méningée extrêmement locale et spécifique, associée à des régions très particulières autour de certains vaisseaux. Et si on veut reprendre la vue un petit peu plus globale de comment la surveillance ou la régulation ou la protection du cerveau se fait en lien avec le système immunitaire, on a vu que les méninges, c'était bien sûr un site de barrière, de protection qui empêche l'entrée et l'activation de certains virus et de pathogènes, que c'était à une barrière absolument essentielle parce qu'une fois que cette barrière est rompue, il y a très peu de cellules immunitaires à l'intérieur du cerveau qui peuvent effectivement assurer un rôle immunitaire. Et donc, les encéphalites ont souvent des conséquences extrêmement graves par rapport à des méningites. Mais que finalement, les méninges ont aussi un rôle très particulier de surveillance de molécules et d'antigènes cérébraux de manière très locale dans ces régions de drainage, notamment à l'endroit
des vaisseaux lymphatiques et des sinus veineux, et qui va permettre de surveiller ce qui peut bien se passer à l'intérieur du cerveau, les différents types d'antigènes. Et là, ça peut aussi permettre finalement d'expliquer, de comprendre qu'il puisse y avoir des réponses un petit peu différentes quand on va moduler certaines réponses immunitaires. Ce qui est extrêmement important aussi et intéressant, c'est que ces méninges, finalement, c'est une interface et que les cellules immunitaires présentes dans les méninges vont également être capables de sentir tout un tas de signaux et d'antigènes qui sont présents dans la périphérie. Et donc une infection, une inflammation, une modification périphérique va peut-être influer sur la manière dont ces cellules répondent dans un contexte local de surveillance du cerveau. Donc on est bien loin finalement de l'idée d'une disconnexion complète entre la périphérie et l'intérieur du cerveau, entre un privilège immunitaire strict tel qu'il avait été défini à l'origine par des greffes à l'intérieur du cerveau qui n'étaient pas rejetées aussi vite que celles qui étaient faites dans la peau. On se retrouve vraiment avec l'idée qu'on a un système immunitaire particulier associé au cerveau, avec une barrière extrêmement forte à la périphérie au niveau des méninges, une barrière le long des vaisseaux qui va préserver ce tissu qui a de très faibles capacités de réparation intrinsèque, mais également avec tout un système périphérique où la surveillance, la régulation des flux, la surveillance immunitaire est déportée au niveau des méninges, mais où on va pouvoir avoir des régulations extrêmement particulières. Et quelque part, ces cellules vont être capables de goûter, de réguler, de sentir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Alors ça va poser la question qu'on abordera au cours prochain, qui est finalement d'où viennent ces cellules immunitaires qui sont présentes dans les méninges et qui permettent tout ça. Et on va notamment s'intéresser à des cellules dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, voire pas du tout, qui sont les lymphocytes B, qui sont les cellules qui produisent les anticorps. Et on va voir que de manière tout à fait étonnante, en lien avec cette réponse et cette surveillance immunitaire très locale au niveau des méninges, on a en fait une régulation de ces cellules extrêmement locale aussi, puisqu'on va voir qu'il y a une origine, et notamment des lymphocytes B très locales et de certains macrophages, qui vient localement de la moelle osseuse du crâne, qui est la moelle osseuse, qui est le site résident des cellules souches pour un grand nombre de cellules immunitaires, mais dont l'idée initiale était que ces cellules immunitaires allaient dans la circulation sanguine à partir de différentes régions de moelle osseuse dans différents os et allaient pouvoir effectuer leurs fonctions. Et ce qu'on verra dans le troisième cours, c'est qu'en fait, une partie de ces cellules présentes dans cette région particulière, impliquées dans cette surveillance immunitaire particulière, viennent très localement, directement, d'une moelle osseuse du crâne, que le liquide céphalorachidien peut aussi influer sur le comportement de cette moelle osseuse et que donc on a, là encore, une organisation extrêmement spécifique et sélective de tout ce système en lien avec des cellules souches présentes dans la moelle osseuse du crâne, les méninges et une surveillance immunitaire locale et spécifique qui a l'air d'être associée au cerveau. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je vous prie de m'excuser pour les petits hasards informatiques, aussi mon dérapage sur le liquide céphalorachidien et non pas cérébro-rachidien comme je l'ai dit plusieurs fois. J'ai peut-être fait d'autres erreurs dont je ne me rends pas compte. Mais voilà, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des questions, je suis toujours contente d'y répondre. Et donc je vous dis à dans 15 jours.